Oubliez pendant un instant tout ce que les films romantiques, les publicités de voyage et les réseaux sociaux vous ont montré sur la France. Oubliez les images de Paris au coucher du soleil, les couples qui se promènent main dans la main au bord de la Seine, les terrasses élégantes où l'on boit un café en regardant passer les passants. Oubliez aussi l'idée que chaque rue ressemble à une carte postale et que chaque habitant vit dans une ambiance raffinée et détendue. Car la France dont rêvent des millions de personnes à travers le monde et la France que beaucoup découvrent réellement aujourd'hui peuvent parfois sembler être deux pays complètement différents. Pour une grande partie du monde, la France représente quelque chose de spécial. C'est le pays du romantisme, de l'art, de la culture, de la gastronomie et de l'élégance. Paris est souvent présenté comme la plus belle ville du monde. Beaucoup imaginent des rues propres, des bâtiments magnifiques, des habitants bien habillés, des boulangeries traditionnelles et une qualité de vie presque parfaite. Cette image existe depuis des décennies. Des millions de touristes arrivent chaque année avec cette vision en tête. Ils s'attendent à trouver une ville calme, sophistiquée et accueillante. Ils imaginent sentir l'odeur du café fraîchement préparé et des croissants chauds en marchant dans les rues historiques de la capitale. Et au premier regard, cette image semble encore exister. La Tour Eiffel est toujours là. Le Louvre attire toujours des foules immenses. Les cafés restent remplis. Les monuments continuent de fasciner les visiteurs. La nuit, Paris brille toujours comme sur les photos. Mais cette première impression ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car dès que l'on passe plus de temps dans la ville, une autre réalité commence à apparaître. Une réalité beaucoup moins glamour et beaucoup plus complexe. Petit à petit, certains détails attirent l'attention. Le stress visible sur de nombreux visages. Les avertissements répétés contre les vols dans les transports, les contrôles de sécurité omniprésents, les rues surchargées, les tensions que l'on ressent dans certains quartiers. La ville semble alors moins ressembler à un rêve romantique et davantage à un endroit qui vit sous une pression permanente. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande illusion. La France continue de vendre au monde une image construite autour de son histoire, de sa culture et de son prestige. Une image de stabilité, de raffinement et de beauté. Pourtant, derrière cette façade, beaucoup de personnes perçoivent aujourd'hui quelque chose de différent. Une fatigue croissante, une tension constante et un sentiment d'usure difficile à ignorer. La beauté existe toujours, le charme existe toujours. Mais les fissures sont là elles aussi. Et plus on reste longtemps, plus elles deviennent visibles. Le véritable choc commence lorsque l'on cesse de regarder la France avec les yeux d'un touriste pour commencer à la vivre comme une personne ordinaire. Au début, tout paraît encore normal. Vous voyez des sacs poubelles empilés sur un trottoir et vous vous dites que toutes les grandes villes ont leurs zones moins propres. Vous entendez des sirènes tard dans la nuit et vous pensez que cela fait simplement partie de la vie urbaine. Vous remarquez des gens pressés ou fatigués et vous supposez qu'ils ont simplement passé une mauvaise journée. Mais après quelque temps, ces détails cessent d'être des exceptions. Ils deviennent un schéma. Et ce schéma est difficile à ignorer. Pour beaucoup de visiteurs, la première vraie rupture se produit dans le métro parisien. C'est souvent là que l'image idéale de la ville commence à disparaître. Les stations sont bondées, l'air semble lourd. Certaines rames sont pleines à craquer dès le matin. On y trouve un mélange d'odeurs de chaleur, d'humidité, de nourriture et parfois de manque d'entretien accumulé depuis des années. Les voyageurs se serrent les uns contre les autres, souvent silencieux, déjà épuisés avant même le début de leur journée de travail. Puis une annonce retentit. Encore une fois. Et encore. Attention aux pickpockets. Au début, cela surprend. Puis on réalise que cette annonce fait presque partie du décor sonore de la ville. Elle revient sans cesse. Et peu à peu, une idée inconfortable apparaît. Ici, le risque de vol ne semble pas être considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Il paraît presque intégré au quotidien. À l'extérieur, l'impression ne disparaît pas forcément. On peut passer devant des boutiques de luxe, des hôtels prestigieux ou des monuments mondialement connus. Mais quelques rues plus loin, le décor change parfois brutalement. Des poubelles débordantes, des vitrines abîmées, des graffitis, des campements de sans-abri, des groupes qui se disputent au milieu de la rue. Le contraste est frappant. Une minute plus tôt, vous photographiez un bâtiment historique que vous avez vu dans des films. Quelques instants après, vous contournez des tas de déchets laissés sur les trottoirs pendant une grève des services de nettoyage. Ce qui surprend encore davantage, c'est la réaction des habitants, ou plutôt l'absence de réaction. Personne ne semble vraiment étonné. Les retards dans les transports paraissent habituels. Les mouvements sociaux font partie de la routine. La présence policière semble normale. Même les touristes adoptent rapidement certains réflexes. Garder leur téléphone bien en main, surveiller leur sac, éviter certains secteurs tard le soir. Petit à petit, quelque chose change dans votre manière de vivre la ville. Vous cessez de vous détendre. Vous cessez d'admirer spontanément l'architecture. Votre attention se déplace ailleurs. Vous observez les foules. Vous vérifiez vos affaires. Vous cherchez les sorties. Vous restez constamment vigilant. Et c'est souvent à ce moment-là que l'image romantique commence réellement à s'effondrer. Car la France que le monde imagine est élégante, sereine et raffinée. Mais la France que beaucoup découvrent peut parfois sembler surchargée, tendue, stressée et épuisée.
Les petites difficultés s'accumulent. Un train annulé à cause d'une grève, un musée fermé sans préavis, une manifestation qui bloque un quartier, des services publics ralentis, une impression générale d'instabilité. Et peu à peu, une autre question apparaît. Le problème est-il seulement la saleté, les vols ou les protestations, ou bien est-ce quelque chose de plus profond? Car derrière tous ces symptômes, beaucoup ont l'impression que le véritable malaise vient d'ailleurs, comme si le système lui-même commençait à montrer des signes de fatigue, comme si le pays avançait davantage grâce à son histoire et à sa réputation que grâce à un véritable sentiment de stabilité. C'est à cet instant que le rêve se fissure complètement. Non pas parce que Paris a cessé d'être belle, mais parce que la beauté ne suffit plus à cacher l'impression grandissante que, derrière l'image de carte postale, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se fragiliser. Pour comprendre la France d'aujourd'hui, imaginez un immense hôtel de luxe. Pas un hôtel ordinaire, un établissement considéré pendant des décennies comme l'un des plus prestigieux du monde. Un lieu mythique où les artistes, les célébrités, les hommes politiques et les voyageurs rêvaient de séjourner au moins une fois dans leur vie. Dès l'entrée, tout impressionne. Le hall est magnifique. Les lustres brillent toujours au plafond. Les murs racontent une histoire riche de plusieurs générations. Les escaliers en marbre sont encore élégants. Partout, des photos anciennes rappellent les années de gloire du bâtiment. Les visiteurs arrivent avec des étoiles dans les yeux. Ils ont entendu parler de cet endroit toute leur vie. Et lorsqu'ils franchissent les portes, ils retrouvent exactement ce qu'ils attendaient, du moins au premier regard. Mais derrière cette façade prestigieuse, quelque chose a commencé à se détériorer depuis longtemps. Au début, les problèmes étaient presque invisibles, une canalisation qui fuit, un ascenseur qui tombe parfois en panne, une chambre fermée parce que les réparations coûtent trop cher, des couloirs moins bien entretenus que par le passé, un personnel de plus en plus fatigué. Rien de suffisamment grave pour inquiéter les visiteurs. Alors personne ne s'en préoccupe vraiment. L'hôtel continue à fonctionner, les lumières restent allumées, la musique continue de jouer dans le hall, les touristes continuent d'arriver. Mais année après année, les petits problèmes s'accumulent. Et progressivement, ce qui était autrefois exceptionnel commence à s'user. C'est exactement l'impression que donne parfois la France moderne. Le pays conserve encore une réputation immense. Son architecture reste admirée dans le monde entier. Ses musées attirent des millions de visiteurs. Sa cuisine demeure une référence internationale. Paris continue d'exercer une fascination unique. La beauté est toujours là, le prestige aussi. Mais derrière cette image, beaucoup ont le sentiment que certaines parties du système commencent à manquer d'énergie. C'est là que se trouve le véritable diagnostic. Le problème n'est pas seulement la criminalité, ce n'est pas uniquement la question des grèves, ce n'est pas seulement le coût de la vie ou les tensions sociales. Tous ces éléments ressemblent davantage à des symptômes. Le problème plus profond est ailleurs. La France donne parfois l'impression d'un pays qui vit encore sur la force de sa réputation, tout en ayant de plus en plus de mal à maintenir ce qui a créé cette réputation. Et ce sentiment est visible partout, dans les transports où la surcharge devient fréquente, dans les services publics qui semblent sous pression, dans les débats politiques qui deviennent toujours plus conflictuels, dans la fatigue visible sur le visage de nombreuses personnes. On a parfois l'impression qu'une tension permanente traverse l'ensemble de la société, comme si chacun ressentait la pression, sans vraiment savoir comment la faire disparaître. C'est pour cette raison que la France paraît parfois coincée entre deux réalités. La première est celle que le monde continue de voir, une France élégante, cultivée, romantique, sûre d'elle, raffinée. La seconde est celle que beaucoup vivent au quotidien, une réalité faite de stress, de logements coûteux, de transports saturés, de tensions sociales, de méfiance et d'un sentiment croissant d'épuisement collectif. Et l'écart entre ces deux réalités semble se creuser. Cet écart produit quelque chose de très puissant sur le plan psychologique, la déception. Car les visiteurs ne viennent pas à Paris avec les attentes qu'ils auraient pour n'importe quelle autre ville. Ils viennent avec un rêve. Ils s'attendent à découvrir la version parfaite de l'Europe. Ils imaginent vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors lorsque la réalité apparaît plus désordonnée, plus agressive ou plus fatigante qu'ils ne l'avaient imaginé, le choc est beaucoup plus fort. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on parle parfois du syndrome de Paris. Certaines personnes sont tellement confrontées à l'écart entre leurs attentes et la réalité qu'elles ressentent une véritable détresse émotionnelle. Et d'une certaine manière, ce phénomène symbolise parfaitement le problème plus large. La France continue d'être associée à un mythe extrêmement puissant. Mais certaines parties de la réalité semblent désormais avoir du mal à suivre ce mythe. Revenons alors à notre hôtel. Imaginez que vous vous promeniez dans cet établissement légendaire aujourd'hui. Le hall reste impressionnant. Les lustres brillent toujours. Les photos du passé rappellent les années glorieuses. Mais les ascenseurs tombent régulièrement en panne. Certaines ailes du bâtiment sont mal entretenues. Le personnel paraît épuisé. Des agents de sécurité sont présents partout. Les clients les plus fortunés restent dans les zones les mieux protégées, tandis que d'autres parties de l'hôtel se dégradent lentement. Et surtout, la direction semble davantage préoccupée par la préservation de l'image de l'établissement que par la rénovation complète de ses fondations. C'est précisément ce qui rend la situation inquiétante.
Car lorsqu'une institution commence à privilégier son apparence plutôt que la résolution de ses problèmes profonds, les fissures finissent toujours par devenir visibles. On les voit dans les transports, on les voit dans certains quartiers, on les voit dans les manifestations répétées, on les voit dans la fracture entre les zones les plus riches et les plus fragiles. On les voit dans la méfiance croissante envers les institutions. La France possède encore d'immenses atouts. Personne ne peut le nier. Mais la beauté seule ne suffit pas à maintenir durablement la cohésion d'une société. Un pays a également besoin de confiance, de stabilité, d'ordre, et surtout d'une vision commune de l'avenir. Or aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que ces fondations deviennent moins solides qu'autrefois. C'est pourquoi la France moderne ressemble parfois moins à une puissance pleinement confiante qu'à un grand bâtiment historique qui tente de préserver son prestige tout en supportant une pression croissante à l'intérieur. Pas un effondrement brutal, pas une catastrophe immédiate. Quelque chose de beaucoup plus lent, plus discret, plus difficile à observer. Comme un immense édifice qui paraît toujours majestueux vu de l'extérieur, alors que ses fondations se fragilisent lentement, année après année, hors du regard de la plupart des visiteurs. Le plus grand problème de la France moderne n'est pas une crise unique. Ce n'est pas un événement précis que l'on peut pointer du doigt. Ce qui inquiète de nombreuses personnes aujourd'hui, c'est plutôt l'impression que plusieurs parties du système commencent à rencontrer des difficultés en même temps. Les transports publics sont sous pression, les services publics semblent surchargés, les institutions paraissent fatiguées, les tensions sociales augmentent, et de plus en plus de citoyens ont le sentiment que le système ne fonctionne plus aussi efficacement qu'autrefois. C'est cette accumulation qui rend la situation préoccupante. Non pas parce que la France se serait soudainement effondrée, mais parce qu'elle donne parfois l'impression d'une machine qui continue de tourner, alors que plusieurs de ses mécanismes internes montrent des signes d'usure. Les transports représentent probablement l'exemple le plus visible. Sur le papier, la France possède l'un des réseaux de transport les plus développés d'Europe. Pendant longtemps, ce système a été considéré comme une référence mondiale, et dans de nombreux domaines, il reste impressionnant. Pourtant, l'expérience quotidienne de nombreux usagers est souvent différente. Retard, suppression de trains, panne technique, surcharge des lignes, grève répétée. Pour beaucoup de voyageurs, ces problèmes ne sont plus exceptionnels. Ils font désormais partie du quotidien. Et ce phénomène révèle quelque chose d'important. Dans de nombreux pays, une grande grève des transports constitue un événement rare. En France, elle semble presque intégrée au fonctionnement normal du système. Les cheminots se mobilisent, les employés des aéroports se mobilisent, les enseignants se mobilisent, les agents municipaux se mobilisent, les éboueurs se mobilisent, les fonctionnaires se mobilisent. À force, la surprise disparaît. Les citoyens s'habituent. Mais lorsqu'une société commence à considérer les dysfonctionnements comme normaux, un problème plus profond apparaît. La confiance commence à s'éroder. Imaginez une personne qui économise pendant plusieurs années pour réaliser son rêve de visiter Paris. Tout est organisé à l'avance. Puis son train est annulé, son vol est retardé, un musée ferme à cause d'un mouvement social, certaines rues deviennent inaccessibles en raison d'une manifestation. Pour un visiteur, cela peut sembler exceptionnel. Pour beaucoup d'habitants, cela ressemble simplement à une autre journée ordinaire. Et c'est précisément ce qui inquiète. Le problème n'est pas uniquement la protestation elle-même. Le problème est le sentiment croissant que certaines catégories de la population ne se sentent plus entendues tant qu'elles ne paralysent pas une partie du pays. Lorsque les institutions ne semblent plus capables d'absorber les frustrations avant qu'elles n'explosent, cela traduit une fatigue structurelle. La question des déchets illustre également ce phénomène. Lors de certaines grèves des services de nettoyage, des montagnes de sacs poubelles peuvent s'accumuler pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Les trottoirs disparaissent sous les déchets. Les odeurs envahissent certains quartiers. Les rats deviennent visibles en plein jour. Les images font le tour du monde. Mais ce qui frappe le plus est souvent la réaction des habitants. Peu de gens semblent réellement surpris. Les passants continuent leur chemin. Les commerçants poursuivent leur activité. La ville s'adapte. Comme si la normale était progressivement devenue acceptable. Et c'est souvent ainsi que les systèmes s'affaiblissent. Pas à travers une catastrophe spectaculaire, mais à travers une succession de petites dégradations auxquelles tout le monde finit par s'habituer. Le métro parisien représente lui aussi un symbole puissant. Dans les films et les publicités, il apparaît comme une icône de la capitale. Dans la réalité quotidienne, de nombreux voyageurs décrivent une expérience beaucoup plus difficile. Des wagons bondés, des températures étouffantes, une fatigue permanente. Des annonces répétées concernant les vols, des tensions visibles aux heures de pointe. Sur certaines lignes, les passagers sont tellement serrés qu'ils peuvent à peine bouger. L'atmosphère devient lourde, l'impatience augmente rapidement. Les conflits éclatent parfois pour des détails insignifiants. Au lieu d'incarner l'efficacité d'une grande capitale européenne, certaines parties du réseau donnent l'impression d'un système constamment sous pression. À cela s'ajoute une autre réalité, le sentiment d'insécurité. Il ne s'agit pas nécessairement de vivre dans la peur permanente. Le problème est plus subtil. C'est la sensation que la vigilance est devenue obligatoire. Les touristes sont régulièrement avertis contre les vols.
Les habitants protègent davantage leurs effets personnels. Les téléphones sont gardés en main avec précaution. Les sacs sont portés devant le corps. Certaines zones sont évitées à certaines heures. Lorsque la vigilance permanente devient une habitude, quelque chose change dans la vie urbaine. Les gens se détendent moins. La confiance disparaît progressivement. Et lorsqu'une société perd confiance dans ses espaces publics, les conséquences sont importantes. Un autre phénomène devient alors visible, la fragmentation sociale. La France donne parfois l'impression d'être composée de plusieurs mondes différents qui coexistent sans réellement se comprendre. Certains quartiers restent prospères, propres et relativement protégés. D'autres connaissent davantage de difficultés. Certains secteurs attirent les touristes du monde entier. D'autres sont rarement montrés dans les brochures officielles. Cette différence devient de plus en plus visible. Et beaucoup de citoyens ont le sentiment que les responsables politiques parlent souvent d'idéaux abstraits sans répondre suffisamment aux préoccupations quotidiennes. Ils entendent des discours sur les valeurs, l'ouverture ou les principes républicains. Mais dans leur vie de tous les jours, ils s'inquiètent davantage du logement, des transports, de la sécurité ou du coût de la vie. Lorsque le discours officiel et l'expérience réelle semblent s'éloigner l'un de l'autre, la frustration augmente. Et cette frustration finit par se transformer en méfiance. Or, la méfiance constitue l'un des plus grands dangers pour un système politique. Car une fois la confiance perdue, chaque problème devient plus difficile à résoudre. La police elle-même paraît souvent confrontée à cette pression. D'un côté, une partie de la population réclame davantage d'ordre et de sécurité. De l'autre, toute intervention musclée peut provoquer de fortes polémiques et alimenter des accusations d'abus. Les forces de l'ordre se retrouvent alors dans une position extrêmement complexe. De nombreux agents décrivent une fatigue importante. Ils ont le sentiment d'être critiqués quelle que soit leur décision. Cette situation contribue à fragiliser l'autorité publique. Et lorsque les citoyens commencent à douter de la capacité des institutions à faire respecter les règles, l'impact se ressent rapidement dans la société. Le système éducatif subit lui aussi des tensions similaires. Pendant longtemps, l'école a représenté l'un des piliers de l'identité républicaine française. Elle devait transmettre des valeurs communes et créer une cohésion nationale. Aujourd'hui, de nombreux enseignants parlent d'une réalité plus difficile. Problèmes disciplinaires, manque de respect de l'autorité, fatigue professionnelle, pression administrative. Certains établissements rencontrent des difficultés croissantes pour maintenir un climat serein. Et cette évolution inquiète particulièrement les observateurs. Car l'école joue un rôle essentiel dans la stabilité d'une société. Lorsqu'elle rencontre des difficultés durables, les conséquences peuvent se faire sentir pendant plusieurs générations. À cela s'ajoute la crise du logement. À Paris notamment, les prix ont atteint des niveaux extrêmement élevés. Pour beaucoup de jeunes actifs, devenir propriétaire paraît presque inaccessible. Même la location devient parfois un défi. De petits appartements coûtent des sommes considérables. De nombreuses familles de la classe moyenne ont le sentiment de devoir fournir toujours plus d'efforts pour maintenir leur niveau de vie. Or, la pression économique modifie profondément le comportement des individus. Les gens deviennent plus nerveux, plus impatients, plus fatigués. Cette fatigue émotionnelle semble présente dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. On la remarque dans les transports, dans certaines administrations, dans les commerces, dans les restaurants, dans les visages fermés des voyageurs chaque matin, comme si une partie du pays fonctionnait en permanence sous tension. Et le plus préoccupant est peut-être que personne ne semble posséder de solution simple. Chaque réforme provoque des contestations. Chaque débat politique devient explosif. Chaque tentative de changement entraîne de nouvelles divisions. Résultat, les décisions avancent lentement. Les problèmes s'accumulent. Les responsables politiques se concentrent souvent sur les urgences immédiates plutôt que sur les causes profondes. Pendant ce temps, les citoyens s'adaptent. Ils apprennent à vivre avec les retards, avec les grèves, avec les tensions, avec les difficultés croissantes. Et c'est précisément cette adaptation qui rend le phénomène si dangereux, car les sociétés s'effondrent rarement du jour au lendemain. Le plus souvent, elles s'habituent progressivement à des conditions qu'elles auraient jugées inacceptables quelques années plus tôt. C'est cette impression qui traverse aujourd'hui une partie de la France. Un pays qui continue d'avancer grâce à son histoire, à son prestige et à sa capacité de résistance. Mais un pays où les problèmes structurels semblent se multiplier sous la surface. Et pourtant, vu de l'extérieur, l'image reste impressionnante. Les touristes continuent d'arriver, les boutiques de luxe restent pleines, la tour Eiffel illumine toujours le ciel chaque soir, les musées accueillent des millions de visiteurs. Mais derrière cette façade admirée dans le monde entier, beaucoup de Français ressentent une réalité différente. Une réalité marquée par la fatigue, la méfiance, la fragmentation et le sentiment grandissant que le système peine à retrouver son équilibre. C'est pour cette raison que la crise paraît dépasser la simple politique. Pour certains, elle ressemble davantage à une crise de confiance. Une crise qui touche les institutions, les services publics et la capacité même du système à convaincre les citoyens qu'il maîtrise encore pleinement sa trajectoire. Lorsqu'on parle du déclin d'un pays, beaucoup imaginent immédiatement des crises économiques, des conflits politiques ou des événements spectaculaires. Pourtant, les transformations les plus profondes commencent souvent ailleurs.
Elles apparaissent dans la vie de tous les jours, dans les habitudes les plus simples, dans les petits moments qui semblent insignifiants lorsqu'ils sont pris séparément, mais qui finissent par modifier complètement l'expérience de la vie quotidienne. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui dans certaines parties de la France. Le problème n'est pas seulement la criminalité, ce n'est pas seulement le coût de la vie, ce n'est pas seulement la politique. Le problème est une atmosphère générale, une tension permanente, une fatigue collective, une impression diffuse que chaque journée demande davantage d'énergie qu'auparavant. Pour de nombreux visiteurs, cette sensation apparaît dès les premières heures passées à Paris. La ville est censée évoquer le romantisme, la douceur de vivre, la détente, l'élégance. Mais pour beaucoup, la réalité semble bien différente. Le bruit est omniprésent, les sirènes résonnent à toute heure. La circulation ne s'arrête presque jamais. Les scooters traversent les rues à grande vitesse. Les foules se déplacent rapidement, comme si tout le monde était pressé en permanence. Peu de gens paraissent véritablement détendus. Les passants marchent vite. Les regards sont souvent fermés. Chacun semble absorbé par ses propres préoccupations. Avec le temps, une impression étrange s'installe. La ville ne semble plus conçue pour le plaisir. Elle semble conçue pour résister à la pression. Même les activités les plus ordinaires peuvent devenir fatigantes. Prendre le métro signifie rester attentif à ses affaires. Marcher dans certaines zones touristiques oblige à surveiller son téléphone ou son portefeuille. S'installer à la terrasse d'un café implique parfois de garder un œil constant sur ses objets personnels. Petit à petit, le regard change. On ne profite plus de la ville de manière spontanée. On commence à la traverser avec prudence. Cette transformation est importante, car la beauté d'un lieu ne produit son effet que lorsque les gens se sentent suffisamment en sécurité pour en profiter pleinement. Lorsque la vigilance devient permanente, quelque chose se perd. Le métro parisien résume parfaitement cette situation. Sur les réseaux sociaux, il apparaît souvent comme un symbole emblématique de la capitale. Certaines stations sont photographiées comme des œuvres d'art. Mais pour de nombreux usagers quotidiens, l'expérience est tout autre. Les rames sont souvent bondées. La chaleur devient parfois difficile à supporter. Les annonces concernant les pickpockets se répètent sans cesse. Les voyageurs serrent leurs sacs contre eux. Les regards restent méfiants. Aux heures de pointe, certaines lignes deviennent tellement encombrées que les passagers ont du mal à respirer confortablement. Cette accumulation de stress finit par avoir un effet psychologique. Les gens arrivent au travail déjà fatigués. Ils rentrent chez eux épuisés. Et cette fatigue s'ajoute à toutes les autres pressions de la vie quotidienne. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas au transport. L'espace public lui-même semble parfois marqué par une forme de tension constante. Dans certains quartiers, particulièrement le soir, les habitants modifient leurs habitudes. Certaines rues sont évitées, certains trajets sont modifiés. Certaines zones deviennent des endroits où l'on ne s'attarde pas inutilement. Lorsque les comportements quotidiens commencent à être guidés par la prudence plutôt que par la liberté, l'expérience de la ville change profondément. La ville paraît moins ouverte, moins accueillante, plus fragmentée, plus défensive. Un autre facteur majeur est le coût de la vie. Paris est aujourd'hui l'une des villes les plus chères d'Europe. Pour de nombreux habitants, le logement représente une source permanente d'inquiétude. De minuscules appartements coûtent des sommes considérables. Les loyers absorbent une part importante des revenus. Beaucoup de jeunes adultes ont du mal à imaginer un avenir stable. Certains retardent leurs projets familiaux, d'autres quittent la capitale faute de moyens. Cette pression financière produit des conséquences psychologiques importantes. Lorsque chaque mois devient une bataille économique, les comportements changent. Les gens deviennent moins patients, moins optimistes, moins disponibles émotionnellement. On peut parfois ressentir cette fatigue dans les interactions les plus ordinaires, dans les files d'attente, dans les commerces, dans les administrations, dans certains restaurants. Les employés paraissent épuisés, les clients paraissent irrités. Les tensions surgissent rapidement pour des détails insignifiants. Bien sûr, toutes les grandes villes connaissent du stress. Mais ce qui inquiète certains observateurs, c'est l'impression que cette pression est devenue permanente. Or, il existe une différence importante entre une difficulté temporaire et un état permanent. Une crise passagère peut renforcer la solidarité. Une tension constante finit souvent par affaiblir les liens sociaux. La question des déchets illustre également ce phénomène. Lors des mouvements sociaux liés aux services de nettoyage, certaines parties des villes françaises peuvent se retrouver envahies par des amas de sacs poubelles pendant plusieurs jours. Les trottoirs disparaissent sous les déchets. Les odeurs se répandent dans les quartiers. Les rats deviennent visibles dans les rues, les parcs ou près des restaurants. Les touristes évitent parfois de photographier certaines zones afin de ne pas montrer cette réalité. Mais ce qui frappe le plus est souvent la manière dont les habitants réagissent. Ou plutôt, la manière dont ils ne réagissent plus. Beaucoup continuent simplement leur journée, comme si ces situations étaient devenues normales. Et c'est précisément ce mécanisme qui inquiète, car les sociétés s'habituent très rapidement au désordre, plus rapidement qu'elles ne le pensent. Ce qui paraissait inacceptable hier devient tolérable aujourd'hui, puis ordinaire demain. Le même phénomène apparaît dans les comportements publics. Les disputes éclatent rapidement dans la circulation. Les manifestations deviennent parfois tendues. L'irritation semble constamment proche de la surface, comme si une partie de la population portait un poids invisible.
Une fatigue émotionnelle accumulée au fil des années. Cette fatigue se remarque partout, dans les transports, dans les rues, dans les administrations, dans les interactions quotidiennes. Et peut-être que l'exemple le plus révélateur est un phénomène devenu célèbre dans le monde entier, le syndrome de Paris. Cela peut sembler surprenant. Pourtant, ce phénomène existe réellement. Certaines personnes arrivent à Paris avec des attentes extrêmement élevées. Elles imaginent découvrir une ville parfaite, une ville romantique, une ville élégante, une ville presque magique. Mais lorsqu'elles se retrouvent confrontées à la foule, au bruit, aux tensions, aux arnaques, au retard, à la fatigue ambiante ou à l'agressivité de certains comportements, le contraste devient parfois très difficile à accepter. Dans les cas les plus extrêmes, certains visiteurs ressentent une véritable détresse psychologique. Ce phénomène est révélateur d'un problème plus large. Pendant des décennies, la France a vendu au monde une image idéalisée d'elle-même. Une image construite autour de l'art, du raffinement, du romantisme, de la culture, de l'élégance. Mais la vie quotidienne est souvent beaucoup plus rude que cette image. Les visiteurs s'attendent à découvrir une atmosphère détendue. Ils rencontrent parfois une ville surchargée, stressée et sous pression. Et de nombreux habitants semblent eux-mêmes éprouver cette même fatigue. C'est pourquoi cette question dépasse largement le simple tourisme. Elle concerne directement la qualité de vie. Une société peut supporter des difficultés économiques, et puis peut même traverser des périodes politiques compliquées. Mais lorsque les activités les plus ordinaires deviennent émotionnellement épuisantes, quelque chose d'essentiel commence à s'éroder. Les habitants perdent progressivement leur attachement au quotidien. La beauté elle-même perd une partie de son pouvoir. La scène reste magnifique au coucher du soleil. L'architecture demeure impressionnante. Les monuments continuent d'attirer les regards. Les cafés gardent leur charme. Mais lorsque les gens se sentent constamment pressés, méfiants ou anxieux, ils profitent moins de ce qui les entoure. La ville cesse d'être un lieu de plaisir. Elle devient un environnement qu'il faut gérer. Or, cette transformation est particulièrement grave pour un pays dont l'identité mondiale repose largement sur l'art de vivre. Pendant longtemps, la France a incarné une certaine idée du bonheur quotidien. Les repas partagés, les longues conversations, la culture accessible. Les terrasses animées, la convivialité, le plaisir de prendre son temps. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont le sentiment que la réalité évolue dans une direction opposée. Davantage de vitesse, davantage de pression, davantage de précaution, davantage d'isolement, davantage de fatigue émotionnelle. Et lorsque cette évolution s'installe durablement, le problème devient culturel autant que politique ou économique. Car les civilisations ne commencent pas à décliner uniquement lorsque leurs bâtiments se détériorent. Elles commencent à s'affaiblir lorsque la vie quotidienne cesse d'être agréable, lorsque les inconnus cessent de se faire confiance, lorsque les espaces publics deviennent moins accueillants, lorsque l'anxiété devient une habitude, lorsque chaque journée exige davantage d'efforts psychologiques. C'est précisément cette impression que beaucoup associent aujourd'hui à certaines parties de la France. Pas une catastrophe spectaculaire, pas un effondrement visible, quelque chose de plus discret, une fatigue lente, une usure psychologique qui s'installe progressivement dans la vie de tous les jours. Un pays qui conserve son histoire, sa beauté et son prestige culturel, mais où un nombre croissant de personnes se sentent épuisées simplement par l'effort nécessaire pour vivre leur quotidien. La question la plus difficile dans toute cette histoire est probablement la plus simple. Comment la France en est-elle arrivée là ? Car un pays ne devient pas plus tendu, plus fragmenté et plus fatigué du jour au lendemain. Les problèmes qui touchent une société à grande échelle ne naissent jamais par hasard. Ils s'accumulent pendant des années, parfois pendant des décennies. Ils sont le résultat de décisions politiques, de changements culturels, d'erreurs institutionnelles, de problèmes économiques et, souvent, d'un manque de confiance grandissant entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Mais dans le cas de la France, identifier un seul responsable est presque impossible. Le gouvernement accuse les difficultés économiques mondiales, les citoyens accusent les responsables politiques, les forces de l'ordre dénoncent le manque de moyens ou des lois inefficaces, les associations pointent les inégalités sociales, les médias accusent la radicalisation politique. Et pendant ce temps, une grande partie de la population a simplement le sentiment d'être abandonnée. Pourtant, derrière toutes ces explications, un même schéma semble apparaître. Pendant longtemps, protéger l'image de la France a parfois semblé plus important que reconnaître pleinement certains problèmes qui grandissaient sous la surface. C'est peut-être là que se trouve l'une des principales responsabilités. La France ne s'est jamais considérée comme un pays ordinaire. Elle s'est souvent vue comme un symbole. Le symbole de la culture, le symbole de la démocratie, le symbole des droits de l'homme, le symbole de l'intelligence et du rayonnement européen. Cette image a contribué à sa grandeur. Mais elle a également créé une difficulté. Car lorsqu'un pays est profondément attaché à son propre mythe, reconnaître ses faiblesses devient plus compliqué. Admettre qu'un problème existe est une chose. Admettre qu'il remet en question une partie de l'identité nationale en est une autre. Au fil du temps, beaucoup de débats ont alors évolué dans une direction particulière.
Au lieu de parler directement de certaines difficultés, les discussions se sont parfois concentrées sur les symboles, les principes ou les formulations. Le langage est devenu plus prudent, les discours plus abstraits, les statistiques plus présentes. Mais pour beaucoup de citoyens, ces explications semblaient de plus en plus éloignées de leur expérience quotidienne. Car les habitants ne vivent pas dans les rapports officiels. Ils vivent dans les transports, dans les quartiers, dans les écoles, dans les administrations. Ils voient les logements devenir plus chers. Ils ressentent les tensions sociales. Ils observent les difficultés des services publics. Et lorsque leur réalité ne correspond plus au discours qu'ils entendent, la confiance commence à disparaître. Cette perte de confiance explique une grande partie des tensions observées aujourd'hui. Au cours des dernières années, la France a connu de nombreux mouvements de contestation. Les manifestations des Gilets jaunes, les grèves contre les réformes des retraites, les protestations contre certaines politiques gouvernementales, les affrontements lors de manifestations, les critiques contre les institutions, les critiques contre la police, les critiques contre les responsables politiques. Ces événements sont différents, mais ils révèlent souvent la même chose. Une partie importante de la population ne se sent plus suffisamment représentée. Et lorsqu'un grand nombre de citoyens cessent de croire que le système agit dans son intérêt, la stabilité devient plus fragile. Une autre part de responsabilité concerne directement le fonctionnement politique du pays. La France possède l'un des États les plus centralisés d'Europe. Historiquement, cette centralisation devait permettre une meilleure coordination et un meilleur contrôle. En théorie, le système paraît solide. Mais dans la pratique, beaucoup de citoyens ont l'impression que les réformes deviennent extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Chaque changement important semble provoquer une confrontation nationale. Modifier l'âge de la retraite? Des manifestations massives apparaissent. Réformer certaines règles du travail? Des grèves éclatent. Changer des politiques de sécurité? Le débat devient explosif. Résultat, les gouvernements hésitent souvent. Les décisions prennent du temps, les compromis deviennent compliqués. Et peu à peu, une impression s'installe. L'impression qu'il devient de plus en plus difficile de gouverner efficacement sans déclencher une nouvelle crise sociale. Cette perception fragilise également la confiance dans les institutions démocratiques, car lorsque les citoyens ont le sentiment que rien ne peut être changé sans provoquer des semaines de tension, ils commencent à douter de la capacité du système à résoudre les problèmes. Les médias jouent également un rôle important. La société moderne vit dans un flux permanent d'informations. Chaque incident devient immédiatement visible. Chaque fait divers est analysé pendant des jours. Chaque déclaration politique provoque des réactions instantanées. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage ce phénomène. Tout devient plus émotionnel, plus rapide, plus polarisé. Les débats se transforment souvent en affrontements. Les nuances disparaissent. Les compromis deviennent plus difficiles. Et lorsqu'une société passe son temps à réagir émotionnellement à chaque nouvelle polémique, elle finit par vivre dans un état de tension permanente. L'école représente un autre sujet essentiel. Pendant longtemps, l'éducation a été considérée comme l'un des piliers de la République française. Elle devait transmettre des valeurs communes à l'ensemble de la population, créer une identité partagée, réduire les différences sociales. Mais aujourd'hui, de nombreux enseignants décrivent une réalité plus complexe. Certains parlent d'une perte progressive de l'autorité. D'autres évoquent des difficultés disciplinaires croissantes. Beaucoup dénoncent un manque de soutien ou des moyens insuffisants. Certains quittent même la profession après quelques années seulement. Cette évolution inquiète particulièrement les observateurs, car l'école joue un rôle central dans la cohésion d'une société. Si elle peine à remplir cette mission, les divisions peuvent se renforcer d'une génération à l'autre. La pression économique constitue également une responsabilité majeure. À Paris notamment, le coût de la vie est devenu extrêmement élevé. Les loyers augmentent, les prix de l'immobilier restent difficiles d'accès. Les dépenses quotidiennes pèsent davantage sur les ménages. De nombreux jeunes ont du mal à imaginer une trajectoire stable. Certaines familles de la classe moyenne ont le sentiment de travailler davantage pour maintenir le même niveau de vie. Or, les difficultés économiques modifient profondément les comportements collectifs. Les individus deviennent plus anxieux, plus méfiants, plus frustrés. Et lorsque cette pression dure pendant des années, elle finit par affecter l'ensemble du climat social. Mais il existe un sujet encore plus sensible. Un sujet que de nombreux responsables politiques abordent avec prudence. La question de l'intégration. Pendant longtemps, la France a défendu l'idée qu'une identité nationale commune pouvait rassembler des populations très différentes autour des mêmes valeurs républicaines. Cette vision a longtemps constitué l'un des fondements du modèle français. Mais dans certains territoires, les résultats apparaissent plus complexes. Des quartiers se sont progressivement retrouvés isolés sur les plans économiques, sociaux ou culturels. Les difficultés se sont accumulées. Les tensions autour de l'identité, de l'immigration, de la religion ou de la sécurité se sont renforcées. Et parce que ces sujets sont devenus extrêmement sensibles, le débat public s'est souvent radicalisé. Certains refusent de reconnaître certains problèmes, d'autres les exagèrent fortement. Entre les deux,
De nombreux citoyens ont le sentiment que personne ne les écoute réellement. Cette perte de confiance ouvre alors la porte aux discours extrêmes. Car lorsque les institutions semblent incapables de répondre aux inquiétudes de la population, les solutions radicales deviennent plus séduisantes. Mais au-delà des responsables politiques, des médias ou des institutions, une autre responsabilité apparaît. Une responsabilité plus large. Une responsabilité collective. Celle d'avoir parfois préféré préserver une image rassurante plutôt que d'affronter certaines réalités inconfortables. Pendant des années, il a souvent semblé plus simple de protéger le prestige international du pays que d'admettre pleinement l'ampleur de certains problèmes internes. Mais les problèmes ignorés ne disparaissent jamais. Ils continuent de grandir, ils s'accumulent lentement. Puis ils finissent par affecter la vie quotidienne. C'est précisément ce que beaucoup de personnes pensent observer aujourd'hui, le résultat de décennies de décisions reportées, de réformes inachevées, de fatigue institutionnelle, de tensions sociales non résolues, de débats devenus trop idéologiques pour produire des solutions durables. La véritable tragédie n'est pas que la France ait des problèmes, tous les pays en ont. La véritable tragédie est que beaucoup de citoyens ont désormais l'impression que personne ne sait vraiment comment les résoudre sans créer de nouvelles divisions. Et c'est probablement le sentiment le plus dangereux pour une société. Le sentiment que plus personne ne contrôle réellement la situation, ni les responsables politiques, ni les institutions, ni les forces de l'ordre, ni même les citoyens eux-mêmes. Comme si le pays continuait d'avancer grâce à son histoire, à son inertie et à sa réputation, tandis que la pression s'accumulait lentement sous la surface. C'est pour cette raison que la question des responsabilités provoque autant d'émotions aujourd'hui. Car au fond, beaucoup de Français semblent partager la même inquiétude. Celle que le pays ait passé trop de temps à protéger son mythe national, alors que ses fondations se fragilisaient progressivement sous les yeux de tous. La question la plus inquiétante concernant la France moderne n'est peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. La véritable question est plutôt la suivante. Que pourrait-elle devenir si les tendances actuelles se poursuivent pendant encore 10, 15 ou 20 ans? Car la plupart des problèmes évoqués jusqu'à présent ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des processus de longue durée. Et les processus de longue durée ont une caractéristique particulière. Ils transforment lentement les sociétés jusqu'au moment où les changements deviennent impossibles à ignorer. Aujourd'hui encore, la France conserve une image extrêmement puissante. Ses monuments sont toujours debout. Ses musées attirent des millions de visiteurs. Son influence culturelle reste immense. Paris continue de faire rêver une grande partie de la planète. Mais derrière cette image prestigieuse, un sentiment plus discret semble progresser. L'incertitude, l'épuisement, la perte de confiance dans l'avenir. Et ce sentiment pourrait avoir davantage d'importance que n'importe quelle statistique. Car lorsqu'une société commence à douter de son propre futur, tout le reste finit par changer. L'un des premiers signes de cette évolution concerne les jeunes générations. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Français grandissent dans un environnement marqué par des tensions permanentes. La pression économique, la difficulté d'accéder au logement, les débats politiques agressifs, les manifestations répétées, les inquiétudes liées à la sécurité, les incertitudes concernant l'avenir professionnel. Pour beaucoup d'entre eux, l'instabilité n'est plus une exception, elle devient la norme. Et cela a des conséquences profondes. Lorsqu'une génération entière grandit dans un climat d'incertitude, elle finit par adapter ses attentes. Elle cesse d'attendre la stabilité, elle cesse de croire aux promesses de long terme. Elle privilégie les solutions immédiates. Les projets deviennent plus courts, les engagements plus fragiles, la confiance dans les institutions plus faible. Petit à petit, l'ensemble du comportement collectif se transforme. Au lieu de construire l'avenir, la société commence à réagir aux urgences du présent. Un autre risque concerne les grandes villes, et particulièrement Paris. La capitale est déjà l'une des villes les plus coûteuses d'Europe. Pour de nombreux travailleurs, vivre à proximité du centre devient de plus en plus difficile. Les loyers continuent d'augmenter, l'immobilier reste inaccessible pour une grande partie de la population. Les jeunes actifs s'éloignent progressivement, les familles de la classe moyenne quittent certains quartiers. Si cette tendance continue, la structure sociale de la ville pourrait devenir encore plus déséquilibrée. Les quartiers les plus riches concentreraient toujours davantage de ressources. Les zones les plus fragiles accumuleraient davantage de difficultés. Et l'espace intermédiaire, celui qui garantit généralement l'équilibre social, pourrait progressivement disparaître. Historiquement, ce type d'évolution constitue souvent un signal d'alerte. Car lorsqu'une société perd sa classe moyenne forte et stable, les tensions augmentent presque toujours. Les inégalités deviennent plus visibles, la frustration grandit, la cohésion nationale s'affaiblit. Mais le danger ne concerne pas uniquement l'économie, il concerne aussi les institutions. Depuis plusieurs années, la France donne parfois l'impression d'un système capable de gérer les crises immédiates, mais de plus en plus difficilement capable de mener des réformes profondes. Chaque changement important provoque des oppositions massives. Chaque réforme devient un combat politique. Chaque décision entraîne des semaines de débats et de tensions. Cette situation crée un cercle particulièrement dangereux.
Les gouvernements hésitent à agir, les réformes sont retardées, les problèmes continuent de s'accumuler. Puis les difficultés deviennent encore plus compliquées à résoudre. À terme, un système qui reporte constamment les décisions importantes finit par payer un prix élevé. Car les problèmes différés ne disparaissent jamais. Ils deviennent simplement plus coûteux à traiter. La fragmentation sociale représente une autre menace majeure. Aujourd'hui déjà, de nombreux observateurs décrivent une France composée de réalités parallèles. Des quartiers différents, des modes de vie différents, des niveaux de richesse très différents, des visions du pays parfois totalement opposées. Certaines personnes ont le sentiment de vivre dans une France prospère et ouverte sur le monde. D'autres ont l'impression de vivre dans un pays en perte de contrôle. Ces perceptions contradictoires deviennent de plus en plus difficiles à réconcilier. Et lorsqu'une société ne partage plus une vision commune d'elle-même, la cohésion nationale commence à s'affaiblir. La conséquence est souvent la même. Davantage de polarisation, davantage de radicalisation politique, davantage de conflits idéologiques, moins de compromis, moins de confiance, moins de stabilité. Le problème devient encore plus grave lorsque la confiance envers les institutions commence à disparaître. La confiance est l'un des éléments les plus précieux dans une démocratie. Elle permet aux citoyens d'accepter les décisions difficiles. Elle facilite les réformes. Elle réduit les tensions sociales. Mais une fois perdue, elle est extrêmement difficile à reconstruire. Or, depuis plusieurs années, cette confiance semble subir une pression croissante. Une partie de la population a le sentiment que les responsables politiques ne comprennent plus les réalités quotidiennes. D'autres considèrent que les institutions sont devenues trop lentes. Certains estiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment entendues. Si cette méfiance continue de progresser, un phénomène dangereux peut apparaître. Même les bonnes décisions deviennent contestées. Même les réformes utiles rencontrent une résistance immédiate. Les citoyens ne jugent plus les mesures proposées. Ils jugent d'abord ceux qui les proposent. Et lorsqu'une société atteint ce stade, chaque problème devient plus difficile à résoudre. La sécurité constitue également un défi à long terme. Il ne s'agit pas forcément d'un scénario d'effondrement brutal. Le danger est plus subtil. C'est la normalisation progressive de la tension. Lorsqu'une population s'habitue à vivre dans un climat de vigilance permanente, son comportement change. Les gens modifient leurs habitudes, évitent certains endroits, adaptent leurs déplacements, limitent certaines activités. Ce qui paraissait autrefois exceptionnel devient banal, et cette banalisation transforme profondément la manière dont les citoyens vivent leur espace public. La peur n'a même pas besoin d'être omniprésente, il suffit qu'elle influence progressivement les comportements. Culturellement, la France fait également face à une question essentielle. Comment maintenir une identité commune dans une société de plus en plus diverse, complexe et mondialisée ? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. La langue française, la culture républicaine, la laïcité, les valeurs nationales. Mais aujourd'hui, le débat est devenu beaucoup plus difficile. Différents groupes possèdent parfois des visions très différentes de ce que devrait être la France. Et lorsqu'une identité commune cesse d'être une évidence, les tensions augmentent naturellement. Car les désaccords ne portent plus seulement sur des politiques publiques. Ils portent sur la définition même du pays. Et lorsqu'une nation commence à débattre de sa propre identité fondamentale, les conflits deviennent souvent plus émotionnels et plus difficiles à résoudre. Le risque principal n'est donc pas une catastrophe spectaculaire. Ce n'est pas un effondrement soudain. Ce n'est pas une disparition brutale de la puissance française. Le risque est beaucoup plus lent, beaucoup plus discret. Une érosion progressive, une accumulation constante de petites fragilités, des crises régulières, des réformes incomplètes. Une fatigue croissante. Une confiance qui diminue année après année. Ce type d'évolution est souvent plus dangereux qu'une crise visible, car les sociétés savent réagir aux urgences. Elles mobilisent des ressources, elles s'unissent face aux menaces évidentes. Mais elles réagissent beaucoup plus difficilement à une dégradation lente, parce qu'elle semble toujours supportable, toujours temporaire, toujours réversible, jusqu'au moment où elle devient profondément enracinée. Cela ne signifie pas que l'avenir est déjà écrit. Les pays changent, les sociétés s'adaptent, les crises peuvent produire des réformes, les tensions peuvent parfois conduire à des transformations positives. La France possède encore des ressources considérables, une économie puissante, des institutions solides, une influence internationale importante, une histoire riche, un immense capital culturel. Rien n'oblige le pays à suivre une trajectoire négative, mais les tendances actuelles montrent que les pressions structurelles continuent de s'accumuler. La fatigue institutionnelle, les tensions sociales, la fragmentation culturelle, la pression économique, la méfiance politique, l'épuisement psychologique. Pris séparément, chacun de ces problèmes reste gérable. Mais lorsqu'ils se renforcent mutuellement, ils créent une situation beaucoup plus complexe. Au fond, l'avenir de la France dépendra d'une seule chose, sa capacité à reconstruire la confiance. La confiance entre les citoyens et les institutions, la confiance entre les différentes catégories de la population, la confiance entre le discours politique et la réalité quotidienne.
Sans cette confiance, chaque difficulté deviendra plus compliquée à résoudre. Avec elle, même les problèmes les plus profonds pourront être traités progressivement. Mais aujourd'hui, c'est précisément cette confiance qui paraît la plus fragile. Et c'est pour cette raison que l'avenir suscite autant d'inquiétudes. Non pas parce qu'un effondrement est inévitable, mais parce que le pays semble porter davantage de pression interne qu'il n'en a connu depuis longtemps, tout en continuant à s'appuyer largement sur son prestige historique et son image internationale. La question est donc simple. Cette image pourra-t-elle encore soutenir le poids de la réalité pendant les années à venir, ou bien la réalité finira-t-elle par imposer une transformation beaucoup plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui? Après avoir traversé toutes les couches de cette histoire, une conclusion devient difficile à éviter. La France moderne semble aujourd'hui coincée entre deux réalités. D'un côté, il existe l'image que le monde entier continue d'admirer, le pays de la culture, le pays du romantisme, le pays de l'élégance, le pays des grands monuments, de la gastronomie, de l'art et du prestige international. Cette image reste incroyablement puissante. Paris continue d'attirer des millions de visiteurs. La Tour Eiffel domine toujours l'horizon. Le Louvre reste l'un des musées les plus célèbres de la planète. Les cafés sont toujours pleins. Les avenues historiques continuent d'impressionner. Vue de l'extérieur, la France semble encore être l'un des symboles les plus forts de la civilisation européenne. Mais derrière cette façade, une autre réalité apparaît progressivement. Une réalité moins spectaculaire, moins visible sur les cartes postales, mais beaucoup plus présente dans la vie quotidienne. Une réalité faite de fatigue, de tension, de frustration et d'un sentiment grandissant d'usure. Car le problème fondamental n'est pas que la France soit en train de s'effondrer brutalement. Le véritable problème est plus subtil, plus lent et peut-être plus inquiétant. C'est l'impression qu'une partie de la société perd progressivement confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans les dirigeants, confiance dans l'avenir. Et lorsqu'une société commence à perdre confiance, les conséquences dépassent largement la politique ou l'économie. Car les pays ne fonctionnent pas uniquement grâce aux lois, aux administrations ou aux infrastructures. Ils fonctionnent aussi grâce à une croyance collective. La conviction que demain sera au moins aussi stable qu'aujourd'hui. La conviction que les difficultés peuvent être résolues. La conviction que les efforts individuels ont encore un sens. Lorsque cette croyance commence à s'affaiblir, tout change. Les citoyens deviennent plus prudents, plus méfiants, plus divisés. Les débats deviennent plus agressifs. Les frustrations s'accumulent. Les tensions deviennent permanentes. Et peu à peu, la société entière change d'atmosphère. C'est probablement l'un des phénomènes les plus importants dans la France contemporaine. Le problème n'est pas uniquement visible dans les manifestations, ou dans les grèves, ou dans les difficultés économiques. Le problème se ressent également dans l'ambiance générale. Dans cette impression diffuse que tout fonctionne encore, mais avec davantage d'efforts qu'autrefois. Les trains circulent toujours, mais les perturbations semblent plus fréquentes. Les institutions existent toujours, mais elles paraissent plus contestées. Les villes restent dynamiques, mais elles semblent également plus tendues. La vie continue, mais elle paraît plus lourde. Et cette distinction est essentielle, car fonctionner n'est pas la même chose que prospérer. Un système peut continuer à fonctionner longtemps tout en perdant progressivement son équilibre. C'est précisément ce qui rend la situation difficile à analyser. La France n'est pas un État en faillite. Elle n'est pas un pays en ruine. Elle demeure l'une des nations les plus influentes du monde. Son économie reste importante. Ses institutions continuent d'exister. Son rayonnement culturel demeure immense. Son poids diplomatique reste considérable. Pourtant, malgré cette puissance, un malaise semble traverser une partie croissante de la société. Et ce malaise repose souvent sur une contradiction fondamentale. D'un côté, la France continue de projeter une image de stabilité, de raffinement et de grandeur. De l'autre, de nombreux citoyens ont le sentiment que leur quotidien devient plus compliqué, plus coûteux et plus incertain. Plus cet écart grandit, plus la tension augmente. Car lorsqu'il existe une différence trop importante entre l'image d'un pays et l'expérience vécue par sa population, une forme de dissonance apparaît. Et cette dissonance finit toujours par produire des conséquences politiques, sociales et culturelles. Un autre élément ressort clairement de cette analyse, la fragmentation. La France donne de plus en plus l'impression d'être composée de réalités parallèles. Des quartiers différents, des niveaux de vie différents, des visions du monde différentes, des attentes différentes. Certaines personnes continuent de croire profondément dans les institutions. D'autres ne leur font presque plus confiance. Certaines vivent dans des environnements relativement stables. D'autres ressentent chaque jour les effets de la pression économique, sociale ou sécuritaire. Lorsque ces réalités deviennent trop éloignées les unes des autres, il devient plus difficile de construire un récit national commun. Et sans récit commun, les désaccords deviennent plus difficiles à résoudre. C'est précisément pour cette raison que tant de débats semblent aujourd'hui explosifs. Non pas parce que les problèmes sont nouveaux, mais parce que les mécanismes capables d'absorber les tensions semblent plus fragiles qu'autrefois. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, il serait faux de présenter la France comme un pays condamné. L'histoire montre que les nations traversent régulièrement des périodes de crise. Elles se réforment,
Elle s'adapte. Elle change de direction. La France possède encore d'immenses ressources. Des institutions solides, une population hautement qualifiée, une culture influente, une économie diversifiée, une capacité d'innovation réelle. Le futur n'est donc pas écrit, mais ce qui rend la situation actuelle si particulière, c'est que le pays semble avoir atteint un moment charnière. Un moment où plusieurs tensions historiques convergent en même temps. La pression économique, la fatigue institutionnelle, les divisions sociales, les débats identitaires, la méfiance politique, l'épuisement psychologique. Chacune de ces forces est puissante individuellement. Réunies, elles créent une pression considérable. Et c'est cette pression qui constitue le véritable sujet de cette histoire. Non pas une catastrophe, non pas un effondrement spectaculaire, mais quelque chose de plus profond. L'impression qu'un long cycle historique approche d'une phase de transformation. Comme si la France continuait à avancer grâce à la force de son héritage, tout en étant progressivement contrainte de remettre en question certains éléments fondamentaux de son modèle. L'image finale n'est donc pas celle d'un pays détruit, c'est celle d'un pays sous tension, un pays qui continue d'impressionner le monde, un pays qui conserve sa beauté, son prestige et son influence, mais un pays qui semble de plus en plus fatigué par le poids de ses propres contradictions. Comme un immense monument encore debout, encore admiré, encore photographié chaque jour par des millions de personnes, mais dont les fondations supportent une pression croissante que peu de visiteurs remarquent au premier regard. Et c'est peut-être cela qui laisse l'impression la plus forte à la fin. Non pas la disparition, non pas l'effondrement, mais le sentiment qu'une époque se termine lentement, et qu'une autre commence à émerger. Une époque plus incertaine, plus conflictuelle, plus exigeante. Une époque où la distance entre le mythe et la réalité devient elle-même le principal défi auquel la France devra faire face dans les années à venir.